Tatanexua et aujourd'hui on va parler des corrections. Des coco quoi? Peut-on s'attarder quelques secondes sur la définition de ce mot magnifique? D'après Larousse, qualité de ce qui est correct, conforme aux règles, action de rectifier une faute ou encore modification apportée à un texte. Oui, et pour un livre c'est pareil. Vous devez déjà avoir fait au moins la deuxième réécriture, pipiche, peut-être même plus. À titre personnel, je commence à corriger après au moins la quatrième réécriture avant en fait un nouvel envoi au bêta. Oui, on revient à ces bêta lecteurs. La correction, ça englobe deux choses, le fond et la forme. La forme, ça reste un critère important car avant d'acheter un livre, les lecteurs peuvent le feuilleter par exemple avec l'aperçu d'Amazon ou sur une autre plateforme ou même en salon. Et pour ceux et celles qui envoient en ME, quand la forme n'est pas respectée, on ne lit même pas le manuscrit. Oui, imaginez, ça ne passe même pas les présélections. Alors bon, imaginez un dialogue mélangé à de la narration, ouais, c'est get out tout de suite. En outre, pour être publié, un roman ne doit pas contenir de fautes. Alors, je mets un holà tout de suite. Oui, les coquilles, ça peut arriver, que ce soit en AE ou en ME. Pour un roman de 400 pages, une dizaine de coquilles, j'estime que ça va, correct quoi. Surtout que bon, j'ai un petit peu aussi fait ça par rapport à mon barème, voir la vidéo, comment chroniquer. Ce que j'appelle une coquille, ça va être par exemple un point oublié, un mauvais accord, et je me trouve indulgente puisqu'il y a certains chroniqueurs et chroniqueuses qui enlèvent beaucoup plus de points dès qu'il y a une seule faute relevée ou alors carrément qui arrêtent leur lecture. Moi j'essaie quand même de poursuivre jusqu'à la fin. Une faute, c'est quoi? Entendons-nous tout de suite sur ce sujet. Une faute, c'est le manquement à une règle. Relever une faute, c'est dire tu n'as pas respecté la règle. Donc là, on ne parle pas du tout de style. Il va falloir un petit peu aussi arrêter. Il y a certains auteurs, bon, c'est plus souvent des AE qu'en ME, mais ça peut aussi arriver en ME, qui disent non, mais moi mon style c'est comme ça et j'ai envie de faire comme ça. Alors oui et non, ça peut être justifié. Si c'est un roman fantasy qui a par exemple un langage complètement inventé, la personne va inventer des mots, il ne va pas forcément mettre en note de bas de page, c'est un mot inventé, etc. Bah oui, pourquoi pas. Là, c'est pas une faute, ça paraît normal. En revanche, quand c'est un roman contemporain, il y a des règles à respecter et que la personne va dire non, mais là, j'ai pas envie de conjuguer comme il faut au passé simple parce que j'aime pas le passé simple. Donc, je préfère que ce soit tout au présent. Sachant que ton récit est au passé simple, donc tu veux mettre des verbes au présent, l'inverse, non. Là déjà en concordance des temps, déjà ça fait extrêmement moche, mais même en plus, si vous faites même des erreurs sur les verbes au présent, parce que vous faites un espèce de mélange passé simple présent, parce qu'il y a certaines prononciations au passé simple que vous n'aimez pas, non, désolé, ça n'a rien à voir avec votre style, là ce sont des fautes. Alors nous avons donc en faute, les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de typo, de ponctuation. Normalement j'ai rien oublié. Alors les répétitions, je les mets à part, on verra ça plus tard, on s'en occupe pas pour le moment. Pourquoi des corrections? Alors je vois venir celles et ceux qui vont me dire « Ouais, mais moi les fautes, je m'en cogne ». C'est très bien la personne qui s'en cogne. On se met d'accord tout de suite. L'orthographe, c'est pas élitiste, c'est la base. On va répéter un petit peu. L'orthographe, ce n'est pas élitiste, c'est la base. Respectez vos lecteurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Là aussi, effectivement, moi aussi j'en fais. Mais après, à partir du moment où on pointe vos erreurs, il va falloir assumer l'erreur et la corriger. Premier point, la présence de fautes gêne les lecteurs. Pire, certains lecteurs peuvent les lister publiquement et ruiner vos capacités de vente, votre réputation. Rien de pire pour un auteur. Dans un salon, j'ai déjà eu une lectrice qui est venue me dire « Ah oui, mais vous savez, l'auteur là-bas, n'achetez pas son livre, parce que je me suis fait avoir, et franchement, à la première ligne, il a fait une faute, c'est vraiment ridicule. » Ça se sait vite. Très vite. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais que ce soit sur les réseaux ou alors en salon, c'est encore pire en salon, puisque la personne est très souvent présente, tout se sait. Les lecteurs n'apprécient pas les fautes, et ceux qui vont vous dire « Ouais, mais bon, c'est pas grave, t'as fait quelques fautes, tant pis », est-ce que ce sont ces mêmes lecteurs qui vont vous dire « Ouais, hurrah, c'est génial, ce livre est bien ». Pourquoi il est bien? Ah, je sais pas, mais ce livre est super bien. C'est ce qu'on appelle, on va dire, un petit peu un avis complaisant. Alors oui, c'est un petit peu aussi un problème quand il y a beaucoup d'avis complaisants. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, l'auteur ne voit plus les erreurs. Et quand il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui dit « Bah, tu sais quand même que ton roman, il est un petit peu bourré de fautes, il y a à peu près 10 fautes par page. Il va peut-être falloir un petit peu changer ça. » L'auteur ne comprend pas. Bah non, il va dire « J'ai eu 25 commentaires sur Amazon, ils étaient tous dithyrambiques, tout le monde a dit que c'était génial. » Bah oui, t'es désolé, mais t'as 10 fautes par page. Du coup, l'auteur, il n'a pas avancé là. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas osé lui dire, alors je dis pas de le dire en public, moi je le signale en privé, quand même, pensez un petit peu aux auteurs.
Mais c'est vrai que arriver après tout ça et pointer les erreurs, bah il va peut-être dire oui mais bon les lecteurs ils s'en fichent. Ça dépend, ils s'en fichent peut-être pas, puisque peut-être qu'on est arrivé à cette conversation parce qu'un des lecteurs a dit « Fais attention, ce livre est bourré de fautes ». Ah, tu l'as pas dit à l'auteur. Les lecteurs n'apprécient pas les fautes. Alors j'ai trouvé sur un site le baromètre Voltaire 2015 qui expliquait que 36% des sondés s'agaçaient par exemple de voir un participe passé mal accordé. Il y a aussi pas mal de lecteurs qui décrochent en fait à la lecture, et j'en fais partie. Dès qu'ils voient une faute, hop, ils se décrochent en fait, ils posent le bouquin et parfois on a du mal un peu à s'y remettre. Pour les maisons d'édition, les éditeurs reçoivent quantité de manuscrits. Le premier volet dans de nombreux CL, le CL comité de lecture, auquel j'appartiens, c'est le volet orthographe, grammaire, les fautes quoi. Même ceux qui par exemple on demande un format A4 et on reçoit de l'A5, ou alors on demande de l'A5 et on reçoit de l'A4, c'est pas très grave puisque la ME va remettre en forme plus tard. Ouais, puis alors les fautes, vous allez me dire, ouais mais bon, on s'en fiche, hein, ils ont des correcteurs. Oui, alors stop. Oui, corriger quelques fautes. On est d'accord, mais pas s'amuser à corriger 185 mots. Non. Ensuite, être bon en orthographe, c'est pas suffisant pour corriger son propre ouvrage. Pourquoi ? Parce que notre cerveau connaît l'histoire, il l'anticipe et il survole sans analyser. Passé un certain moment, en plus, on voit absolument plus rien. Sans parler des règles typographiques propres au roman et bien souvent inconnues du grand public. Quid des retraits de première ligne ? Alors, oui, je sais, il y a certains auteurs AE qui par exemple ne font pas un retrait en première ligne, comme je vous montre là un exemple, pour gagner de la place. Je sais, je suis au courant, je l'ai fait aussi, j'ai complètement renié les marges, les trucs, etc. Parce que sinon j'ai un certain tome 1 qui allait faire un peu trop de pages par rapport à ce que je voulais. Et puis bon, finalement je me suis dit, vu toutes les remarques que je me suis prises alors que je l'avais quand même signalé, que j'avais fait un petit peu exprès de mettre ça, oui, j'ai remis mes retraits première ligne. Du coup il y a plus de pages, je vous préviens. Ensuite, des veuves et les orphelines, des tirets quadratins. Alors oui, la ME Albin Michel n'a pas de tiret quadratin, d'accord, mais c'est Albin Michel, pas Jean-Pierre Delacreuse. Alors oui, je mets une petite exception, il est vrai qu'il y a certains correcteurs professionnels qui, eux, vont corriger leur récit. Pour autant, il va rester encore quelques coquilles que par exemple les lecteurs vont leur signaler. Alors oui, ça va être de l'ordre de 1 à 2 coquilles, c'est sûr, c'est pas une faute par page. Mais là encore, vous voyez que même des correcteurs professionnels, eux, ok, ils peuvent corriger leur récit, pas de souci. Mais il y aura toujours des petits trucs qui vont louper. Donc, on attaque les corrections, ça va bien se passer, respirez. Corriger seul ou accompagné ? Alors, corriger seul. Déjà, on parlera logiciel la semaine prochaine plus en détail. On va relire plusieurs fois cette fois-ci avec un objectif différent. Par exemple, relisez une fois pour la ponctuation, vérifiez qu'il y a bien un point à chaque fin de phrase, des tirets quadratins à chaque début de dialogue, ou alors des guillemets, si vous êtes team guillemets. Moi, je suis plutôt team quadratin. Lors d'une autre relecture, attaquez-vous aux verbes. Avec, par exemple, les tableaux de conjugaison, gratuits en ligne. Je vous ai mis tout plein de liens dans les sources pour vous aider. Et aussi aux accords. Attention aux accords de couleur. Des yeux noisettes, c'est sans S. Des yeux bleus, il y a un S. Alors vous inquiétez pas pour les accords de couleur, j'ai aussi mis des liens, oui je vous ai un petit peu mâché le travail. N'oubliez pas aussi la différence entre C et C. SES, par exemple, ces chaussettes, et puis ces gens là-bas. S-E, C-E. Les quoique et quoique. Petite astuce, si on peut remplacer quoique par bien que, alors ça s'attache, quoique. Sinon, faut les séparer. Il y a aussi les et bien et bien. Un truc tout bête pour s'en rappeler. Et bien sûr, t'es malade. Eh bien, que faut-il faire ? Est-ce que vous sentez la différence ? Et bien sûr, et bien. C'est presque une interjection en fait, même si ça ne l'est pas. Les A avec accent ou non, si vous pouvez remplacer par avait, il n'y a pas d'accent. Il s'en va à l'autre bout de la pièce. Il s'en va avec l'autre bout de la pièce. Ça ne veut rien dire. Donc le A est avec accent. Il s'en va à l'autre bout de la pièce. Le ya, ça s'écrit Y-A, pas Y''A. Puisqu'en fait c'est une contraction de il y a. Et dans il y a, vous mettez un truc entre Y et A ? Non, c'est pareil. Et oui, même si c'est un langage, on va dire, argotique ou régional, je viens de la Bourgogne profonde, les Y on en met partout. Pour autant, il faut pas mettre d'apostrophe entre Y et A. Sinon, c'est considéré comme une faute. Jante ne prend pas de E, que ce soit jante masculine ou jante féminine. Les impératifs. Vérifiez vos impératifs. T'inquiète, ça s'écrit sans S. Comme tous les impératifs du premier groupe. Ça ne prend pas de S, les autres groupes, si. Prends ça.
Oui, je parle au micro là, bien sûr. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'est rien, c'est des petits détails. Je vous dis tout de suite que si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez alors vous retrouver facilement en 2 pages avec 25 erreurs. Ne dites pas que c'est exagéré, c'est du vécu. Quand je lis un ouvrage comme ça, avec déjà mes 25 erreurs sur les 10 premières pages, je peux vous dire que déjà en comité de lecture, ça me donne pas envie de poursuivre. Ensuite, si c'est un roman en ME ou en AE, ça me fait décrocher complètement de l'histoire. Et c'est dommage parce que peut-être que l'histoire à côté est géniale, mais avoir des fautes comme ça, non. La ponctuation. Alors déjà, on n'abuse pas des 3 petits points. Les 3 petits points, ça a vraiment une signification en ponctuation. N'en mettez pas partout. J'ai lu effectivement un ouvrage récemment, il y avait vraiment beaucoup trop de 3 petits points. Parfois par page, c'était un petit peu abusé. Et du coup, on perdait en fait l'effet des 3 petits points. Faites bien attention à la ponctuation. Idem, juste après une interjection, on ne met pas de majuscule. Oh, c'est bien ce que tu fais là. Il n'y a pas de majuscule. Pourquoi ? Parce que la phrase n'est pas considérée finie. Donc arrêtez de dire aux auteurs « Ah là là, mais écoute, t'as oublié une majuscule là, c'est pas bien, t'as fait une faute ». Bah non en fait, c'est vous qui ne savez pas qu'après une interjection, il n'y a pas de majuscule. Donc ça ne sert à rien de les critiquer, vérifiez quand même les règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de typo et de ponctuation avant de venir dire à l'auteur « T'as fait une erreur ». Oui, je sais, il y a beaucoup de ME qui oublient certaines règles, très souvent parce qu'ils ne les connaissent pas, ou parce qu'ils n'ont pas envie, on va dire, de chercher, ils se creusent pas forcément la tête. C'est pas une raison. C'est pas parce qu'il y a une petite maison d'édition qui fait cette erreur et qui laisse des fautes qu'il faut vous aussi que vous fassiez des fautes. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Et c'est même pire puisque quand je vois des ME qui font des fautes pareilles, ça me donne pas du tout envie de lire d'autres bouquins chez eux. Alors c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc, Dico, Becherel, les livres aussi, j'ai pas mal de bouquins, dites plutôt ceci, écrivez cela, et si vous êtes déjà sur Word avec le logiciel, quand ça vous souligne un mot, ce n'est pas pour rien. Alors il faut réfléchir, bien sûr, ne pas remplacer directement, mais on va prendre un exemple. Par contre, en littérature, on l'oublie. Je sais, c'est comme ça, c'est très oral. Mais alors, même en dialogue, on le remplace par « en revanche ». Toquer à une porte, ça ne se dit pas. C'est du langage très familier, voire régionalisme, puisqu'il y en a qui ne disent pas ça dans certaines régions. On dit frapper à une porte. Samantha Bailly l'explique d'ailleurs très bien, soit dans ses vidéos, soit dans ses ouvrages comme Les Stagiaires par exemple, avec ce qu'il faut dire plutôt que, avec ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et comment écrire vraiment de façon plus littéraire, se détacher aussi du lot. Juste, je prends un exemple, mais quand je reçois un ouvrage dans le comité de lecture et je vois que la personne a vraiment du vocabulaire, c'est vraiment attaché à la ponctuation, à la typo, et a vraiment mis les mots qu'il faut, ça me donne beaucoup plus envie d'aller plus loin. Parce que là, non, je peux vous assurer que les par contre à chaque ligne, c'est très chiant. Relisez à l'envers. Commencez par la fin, l'histoire sera décousue, mais là on s'occupe des corrections, donc c'est pas grave. S'il vous faut ça pour bien checker, pourquoi pas imprimer. C'est pas très écolo, je l'accorde, mais certains impriment, usent de surligneurs pour voir mieux leurs fautes sur le papier. Parmi les erreurs les plus fréquentes, tout signe de ponctuation double, point d'interrogation, point d'exclamation, 2 points, point virgule, doit avoir un espace avant et un espace après. Seuls les anglo-saxons n'appliquent pas cette règle pour les points d'interrogation et les points d'exclamation. Au passage, Word ou Antidote corrige ça. Les citations, ça se met entre guillemets. Les anglicismes, c'est en italique ou entre guillemets. Les anglicismes n'ont pas à être intégrés dans la narration. Oui, parce que votre récit est français, vous écrivez en France, vous allez distribuer en France d'abord, donc il faut appliquer les règles françaises. Oui, bon d'accord aussi, tous les pays francophones ont à peu près les mêmes règles. Coucou les Belges. Les unités monétaires et de mesure prennent toujours un espace avant. Il n'y a jamais de 3 petits points après, etc. Et etc, ça s'écrit etc. Donc si vous écrivez ETC, c'est un point après, c'est pas 3 petits points. Les événements historiques indiqués par la date prennent une majuscule. Par exemple, le 14 juillet, avec un J majuscule. Mais si la date n'a pas du tout ce rôle historique, le mois s'écrit en minuscule, le 14 juillet dernier. On abrège les millésimes que si cette abréviation est consacrée par l'usage. La guerre de 70, les principes de 89. On conseille d'écrire en toutes lettres les expressions décrivant des époques. Ah, la mode revient aux années 60. Le lexique des règles typographiques de l'imprimerie nationale est une excellente référence pour bien maîtriser la saisie des textes et de la gestion de la typographie. Bon, faut y mettre un petit peu le prix, je vous l'accorde, je l'ai pas mis non plus. Mais ça peut, on va dire, être une base. Là, ça va peut-être parler plus à ceux qui veulent être vraiment des péta-correcteurs professionnels, des correcteurs professionnels. Mais à la limite, pourquoi pas, si des ME ou des AE veulent investir
investissez, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Non, mais moi, j'ai relu 15 fois, y a plus rien. Pff, bip. Non, je le répète. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ces fautes, ces erreurs, les fautes de frappe, les coquilles? Souvent, c'est pas parce qu'il n'y en a plus. Parce qu'on a déjà lu X fois et que dans ce cas, le cerveau anticipe et ne relit pas vraiment. J'insiste là-dessus. Et pire, quand on a fait beaucoup de réécriture, parce que quand on fait des réécritures, des corrections, des copier-coller, un changement d'adjectif, on met autre chose, un autre sujet, un autre verbe, en conséquence, on a peut-être oublié d'effacer quelque chose, ou on a effacé une ligne, il y a un mot qui traîne, un mot répété, un accord non corrigé, et hop, et parfois il manque encore un mot, et voilà, et c'est là où on commence à faire des erreurs. Corriger, accompagner. Alors, un proche. Sans recourir forcément à un professionnel, l'œil avisé de votre ami ou d'un membre de votre famille peut identifier les coquilles que vous avez lues 1000 fois sans les remarquer. Alors n'hésitez pas à les soumettre. Dans l'idéal, optez pour quelqu'un qui n'a jamais lu votre livre. Donc oubliez les bêta-lecteurs, sauf si vous choisissez un bêta-correcteur. Comme Violette L, Jérôme P et Julie W, on va tous se reconnaître. On a parfois des BL qui se transforment en BC. Alors qu'on leur a rien demandé. Je sais, et Jeanne Malisa m'a aussi confié que c'est très difficile de se retenir. Quand on voit une faute, on se dit « Ah, je dois le noter vite dans la marge, etc. » Oui, moi aussi, je suis faible. Et pour autant, normalement, c'est pas le rôle des bêta-lecteurs. Alors oui, c'est sûr que si vos bêta-lecteurs se transforment en bêta-correcteurs et que malheureusement vous leur aviez rien demandé, d'accord. Mais faites bien la distinction entre bêta-lecteur et bêta-correcteur. On reste bienveillant et on cherche une personne de confiance. Si la personne qui vous corrige n'est pas bienveillante, mais ça va vous démoraliser, vous n'allez pas avancer, niette. Ça rappelle aussi un petit peu ce que j'ai dit pour gérer le retour des bêtas. C'est la même chose. Si c'est un ou une prof de français, de littérature, oui, mais n'oubliez pas que même ces personnes-là, cause de la fatigue, du stress, de l'inattention, peuvent aussi oublier des fautes. Alors, les bêta-correcteurs, je les insère ici, voir le petit sondage qu'on avait fait. Alors oui, ça fleurit depuis plusieurs années, les bêta-correcteurs. Alors, ils sont à se distinguer des bêta-lecteurs stricto sensu. Même si les vôtres, comme 3 des miens, corrigent, faites la distinction. Le problème, si on ne fait pas la distinction, c'est qu'il y a certains auteurs qui pensent qu'un BL va forcément faire de la correction. Et non, un BL c'est un lecteur, un BC va corriger. Donc, chers auteurs, si vous venez vers moi pour demander une bêta-lecture, vous aurez une bêta-lecture. Alors oui, parfois je vais peut-être dire « Ah, t'as mal écrit ce mot, parce que j'arrive pas à me retenir », ou là, t'as fait vraiment une grosse erreur d'orthographe, ou t'as mis un « S » sur un impératif du premier groupe. Oui, mais pour autant, je ne suis pas censée corriger les fautes, et d'ailleurs, moi, très souvent, je les vois, mais je me retiens. Donc votre ouvrage n'est pas corrigé. Les bêta-correcteurs, ce sont des gens extérieurs à l'auteur qui, à titre gratuit ou parfois payant, vont corriger votre roman. Donc, deux choses. Oui et non pour les bêta-correcteurs. Souvent, c'est un bêta-lecteur qui va plus loin que son rôle et qui désire vous aider. Pourquoi pas, même si ça va lui prendre un temps infini, vous avez dit confinement sans enfant. Attention, certains ne sont pas professionnels. Ils vous allèchent avec des annonces bêta-correcteurs dispo, mais quand vous creusez, le Voltaire, ils ne connaissent pas ce que c'est, et finalement peuvent vous faire payer 100 € alors qu'ils vont juste lancer Antidote, seulement ça, et ça ne va pas vous avancer puisque vous aussi vous l'avez peut-être déjà fait avant. Même si, on verra, les logiciels ne remplacent pas le humain. On verra ça la semaine prochaine. Demandez l'avis d'autres lecteurs pour choisir de très bons bêta-correcteurs ou même des correcteurs professionnels. J'ai une amie autrice qui s'est fait avoir et qui a dépensé 275 € pour une bêta-correctrice qui en réalité a fait une correction mais complètement bâclée, a utilisé soi-disant un logiciel, je la cite dernière génération, ouais, et à la première page on trouve déjà 2 fautes. Et des fautes assez graves. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, pour les bêta-correcteurs, à titre gratuit. Alors, personnellement, j'aime pas trop quand les bêta-correcteurs, c'est fait à titre gratuit, parce qu'ils font quand même un boulot incroyable, un boulot monstre, et clairement, moi, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit « je veux faire une bêta-correction », je le paierai. Mais il y en a qui ne veulent vraiment pas être payés. Aucun souci, mais attention de ne pas vous laisser surcharger, puisque le problème c'est qu'il y a beaucoup de demandes, et parfois ça peut devenir très difficile. N'hésitez pas à dire « stop, je ne peux plus prendre d'auteur ». Et en plus, si l'auteur fait 20 fautes par page, non, il faut quand même que l'auteur ait fait un minimum de correction, vous n'êtes pas des esclaves. Si l'auteur n'est pas bon en orthographe, qu'il lance au moins un logiciel de traitement de texte, ou alors qu'il aille au moins sur internet pour vérifier l'orthographe de certains mots. Rien que ausculter, par pitié, vous allez juste sur Google ou sur Ecosia comme moi, vous regardez comment ça s'écrit. À quoi ça sert d'écrire ausculter complètement mais moche 76 fois? Non, là personnellement ça passe pas avec moi. Même pour une bêta lecture, quand je vois ça, je dis à l'auteur non mais corrige-moi ça, puisqu'en plus c'est souligné de partout. Surtout que cette personne avait Word et Antidote et qui n'a pas corrigé. Par un professionnel. Dans l'idéal, bien sûr, je préfère la correction professionnelle.
parce que l'œil acéré d'un correcteur ou d'une correctrice professionnelle reste le meilleur moyen de corriger votre livre. Celui-ci peut aller plus loin dans la révision en repérant aussi les incohérences dans l'intrigue, des anachronismes aussi éventuels sur lesquels vous n'avez peut-être pas forcément fait attention ou que les bêtas n'ont pas vu, ou alors si vous n'avez pas de bêta, si, il y en a certains qui n'ont pas de bêta mais qui vont aller vers un correcteur professionnel pour avoir un œil là-dessus. Les répétitions aussi trop nombreuses, des tournures un peu lourdes, je dis ça comme ça, mais quand il y a des que, ou plusieurs et dans la phrase, ça peut être lourd. Quand il y a aussi en termes de mélodie de mots, le même son qui se répète plusieurs fois sur plusieurs lignes, ça peut aussi avoir un effet lourd. Je sais que ça peut être cher et que c'est un budget, surtout pour les AE. Concernant les auteurs qui souhaitent aller en ME, vous pouvez vous arrêter là sur les corrections, après tout ce qu'on a vu depuis le début. Vous avez déjà fait du bon boulot sur votre manuscrit là. Si vraiment vous avez relu, corrigé avec des proches, vous avez utilisé des logiciels, etc., là c'est pas mal, vous pouvez envoyer en ME. Pour les AE, il va falloir investir, à moins d'être vous-même correcteur, et parfois même comme on l'a vu, il peut vous rester des coquilles. Bon, à la limite, si vous reste 2-3 coquilles, c'est pas grave, vous allez pouvoir corriger après. 2-3 coquilles, ça va. 250, non. Alors attention cependant, comme le dit sur le site Plume Effrontée, tous ne se valent pas, les correcteurs professionnels, et mieux vaut demander conseil à des contacts auteurs avant d'en choisir un. On en trouve pour tous les budgets, le plus abordable n'étant pas forcément le plus sérieux. Oui, investir pour garantir la qualité d'une correction vaut mieux que des regrets liés à un roman sorti bourré de fautes avec des avis assassinés qui arrivent derrière. Alors on revient effectivement, alors Otsinal avait déjà fait un article là-dessus, je vous le remets effectivement dans les sources, mais ça se sait très vite quand un auteur ne respecte pas ses lecteurs en termes de fautes, et pire, quand l'auteur refuse de corriger les erreurs qu'on pointe. Là, ça devient dramatique. Et si en plus après ça part en drama, ouais, gna gna gna, il me laisse pas écrire comme je veux, ouais, il y a des fautes, mais c'est pas grave, s'il vous plaît, non. Les auto-édités ont du mal à asseoir leur légitimité dans la chaîne du livre. Ne laissez pas votre ouvrage bourré de fautes en ligne. Désolée si je suis peut-être un petit peu brutale, mais ça n'aide pas du tout l'auto-édition. Donc on reste solidaire, s'il y a quelqu'un qui vous dit il y a certaines fautes qui vous le prouvent en plus, que ce soit avec un Becherel ou avec les conjugaisons, parce que courru, non, ça n'existe pas, ni courru avec plein de thé partout, corrigez. Alors les tarifs varient. Pour un roman de 400 pages format roman avec les maquettes Amazon, c'est un petit peu plus grand qu'un A5, ça peut varier entre 250 € à 420 €. Oui, c'est un budget, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des levées de fonds. C'est le cas par exemple pour les cagnottes, il y a Litchi, il y a Ulule, il y a aussi la participation de notre lecteur, il y a les plateformes aussi de financement participatif, pourquoi pas? Ou alors mettre de côté. Si par exemple vous avez un travail, mettre un petit peu de côté tous les mois, c'est ce que j'avais fait à un moment, j'avais mis un petit peu de côté pour pouvoir payer un correcteur professionnel 2 ans plus tard. Et alors après, on va arriver sur oui, mais moi j'ai pas envie de corriger parce que mon objectif c'est pas de vendre et c'est pas d'être connu. Alors, encore une fois, on recentre, tout va dépendre de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Car ce n'est pas parce que vous êtes en AE que vous pouvez vous permettre de publier un roman bourré de fautes. Ça nuit à la réputation des autres auteurs auto-édités qui peinent à devenir légitimes sur le marché des livres. Pitié, on les accepte pas toujours. Pourquoi? Parce que le premier cliché qu'on a des livres en AE, c'est « Ah, mais de toute façon, les bouquins en AE, ils sont bourrés de fautes, ils respectent absolument aucune règle. Ah, j'ai pas envie. » Vous dites que j'exagère? Vous ne vous souvenez pas du drama sur les réseaux sociaux d'une certaine libraire, dans une certaine librairie, sans vouloir forcément la nommer? Pourquoi la personne ne voulait pas accepter des romans AE en librairie? Parce qu'ils étaient bourrés de fautes. Évidemment, c'est complètement faux. C'est juste que cette personne-là a peut-être vu 2 ou 3 bouquins à eux dans sa vie bourrés de fautes et a fait une généralité. Donc, par pitié, corrigez vos fautes. En tant qu'autrice hybride, s'il vous plaît, je vous implore. Alors, on finit sur les correcteurs professionnels pour dire que le mieux, ça reste encore d'en contacter plusieurs, en complément, on va dire, des conseils des autres, des avis de certains auteurs, de comparer les devis également. N'hésitez pas à demander un devis gratuit aux correcteurs, de comparer, peut-être aussi pour voir leur travail. En revanche, n'allez pas dire à un correcteur « Oh là là, franchement, toi t'es trop cher, ça m'intéresse pas ». Non, très souvent, les correcteurs sont en fait pas chers quand on regarde par rapport au temps donné qu'ils vont passer sur le bouquin et à ce qu'ils font. Juste petite info comme ça, j'ai été un moment correctrice pour un ouvrage en ME. J'ai passé beaucoup d'heures de travail. Je peux vous dire que vu le salaire à l'arrivée, on était très loin du SMIC horaire, malheureusement. Alors oui, je sais qu'en ME, ils sont souvent bien moins payés que quand ils sont en freelance. Mais quand même,
on va passer vraiment beaucoup de temps sur l'ouvrage. Donc n'allez pas dire « Oh là là, non mais ça, c'est trop ». Non en fait, le correcteur va peut-être passer une semaine, 7 à 8 heures par jour sur votre bouquin. Des fois plus, vous vous rendez compte ? Et tout ça, toutes les corrections, tout ce dont on parle, tout ça, tout ce qu'on fait, les corrections, etc., ça n'empêche pas la relecture finale. Oui, on n'oublie pas de relire vraiment à la fin, on va dire la dernière, l'ultime relecture, parce qu'il peut y avoir encore des petites choses qui nous échappent. Donc voilà, je vous laisse les sondages, puisque effectivement, j'ai fait la vidéo en lisant vos commentaires. Vous êtes nombreux à demander à des correcteurs pros ou à le faire avec des logiciels. Parfois, il y en a certains qui le font seuls. Alors en commentaire, j'ai eu parce que les personnes étaient elles-mêmes correcteurs, correctrices. Après, il y a encore pas mal de personnes qui pensent avoir un bon niveau d'orthographe et qui se disent « Non, mais moi de toute façon, je corrige, c'est bien comme ça, etc. » Et finalement, qui m'envoient leur bouquin et je m'aperçois d'erreurs qui ne pensaient pas en fait que c'était des erreurs et parce qu'ils n'ont pas forcément fait attention aux règles typographiques. N'oubliez pas que quand vous faites un livre, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Surtout encore plus si on cherche la légitimité. Montrons à toute la chaîne du livre que les auteurs auto-édités, même les petites maisons d'édition, valent autant que les grandes maisons. À vous justement de démontrer ça. En résumé, bravo, vous avez survécu déjà jusqu'à la fin de cette vidéo. Point final, annonce les relectures, réécritures, corrections, ne passez pas à côté. L'orthographe, c'est la base. C'est le respect de vos lecteurs ou des éditeurs chez qui vous allez envoyer votre ouvrage corrigé. Relisez avec un objectif différent pour traquer le maximum de fautes, ou à l'envers. Si vous ne sentez pas de le faire seul, demandez des conseils aux autres auteurs, demandez aussi aux communautés, il peut y avoir par exemple des correcteurs justement qui sont libres, équipez-vous de logiciels, faites des devis, bref, on s'entraide et on va y arriver dans ces corrections. Voilà, c'était la vidéo de Tatanexua sur les corrections, j'espère que vous avez survécu parce que je sais qu'elle est un petit peu longue, elle n'est pas du tout exhaustive effectivement, puisque de toute manière on va devoir couper parce qu'elle était beaucoup plus longue au début, mais normalement ça devrait un petit peu vous éclairer sur certaines questions. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et de nous soutenir sur les plateformes de financement participatif, tous les liens sont dans les sources, et en attendant la semaine prochaine, soignez votre plume.